Please, Just Dr. let Asha, us start. Yes, we started. we started. Yes. Bon après-midi tout le monde. Je suis Dr. Racha Darwish. Je suis très contente aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir un webinaire en français. Et je voudrais vraiment remercier le chair de Acute Kidney Injury Working Group, Dr. Yasser Abdelhamid, pour faire tous ces efforts-là pour pouvoir avoir des activités scientifiques, pas seulement en anglais, mais aussi en français, parce que on sait tous qu'il y a beaucoup de francophones en Afrique et c'est important qu'ils soient inclus dans nos activités. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet, je crois, qui est très, très important. Le sujet de lésions rénales aiguës induites par les médicaments. Enfin, on sait tous que les médicaments, on les prend beaucoup, spécialement en Afrique, parfois même sans prescription des médecins, et qu'on reçoit beaucoup dans nos cliniques des patients avec des complications des reins qui suit des médicaments qui ont été pris. Et aujourd'hui, on a deux présentatrices qui sont simplement vraiment très remarquables. On a Dr Amar Hajzallah de la Tunisie et on a Dr Nayakhin Kita, je suis désolée pour la prononciation Nayakhin, du Sénégal. Elles vont tous les deux aujourd'hui parler de ce sujet qui est très, très important. Et on va commencer avec Dr Amar Hajzallah. Dr Amal, elle est professeure en néphrologie à la faculté de médecine de Tunis en Tunisie. Elle est la secrétaire générale adjointe de la Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation, STNDT. Elle est le référent du groupe de travail reins et maladies métaboliques de la STNDT. Elle est aussi responsable du groupe de travail reins et HTA au sein du laboratoire de recherche de pathologie rénale à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis. Et bien sûr, elle est membre du groupe du travail de Acute Kidney Injury de la FRAN. Et aujourd'hui, enfin, elle va nous parler des insuffisances rénales aiguës et anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et je suis très contente de la présenter et j'aimerais bien écouter votre présentation. Dr Amal. Merci beaucoup, Dr. Acha. Le plaisir est partagé. C'est un plaisir en fait pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui et je remercie à cette occasion Dr Yasser Abdelhamid de m'avoir donné cette opportunité pour parler effectivement de ce sujet qui reste toujours d'actualité dans notre pratique quotidienne, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Racha, concernant la prescription surtout des anti-inflammatoires non stéroïdiens et leurs effets indésirables, notamment sur le plan rénal et le risque d'insuffisance rénale aiguë qui va être le sujet de ma présentation d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par partager mon écran. J'espère que c'est bon là. Oui, c'est parfait. Merci. Alors, la classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est une classe qui est très ancienne. Le premier représentant de cette classe, c'est l'acide acétylsalicylique, l'aspirine, et ce sont les médicaments qui sont actuellement les plus consommés au monde, surtout en automédication, parce qu'ils ont des propriétés multiples, ils sont à la fois antalgiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques, et ils sont malheureusement aussi responsables de très nombreux effets secondaires qui peuvent être parfois graves. Alors, quel est le mécanisme d'action de ces médicaments? Leur action principale, c'est le blocage de la cyclooxygénase. C'est une enzyme dont le rôle est de transformer l'acide arachidonique qui provient des phospholipides membranaires et ceci donc en prostaglandines qui vont avoir plusieurs effets physiologiques. Ces cyclooxygénases sont de deux types. On a la COX-1, la cyclooxygénase 1. C'est une enzyme qui est constitutive, qui va avoir un rôle physiologique, aboutissant donc à ces prostaglandines, la production de ces prostaglandines qui vont avoir des effets protecteurs dans leurs conditions physiologiques de production. Et on a la COX-2. La COX-2, elle est inductible lors des réactions inflammatoires. Donc l'anti-inflammatoire non stéroïdien va à la fois inhiber la COX-1 et la COX-2. C'est ce qui va expliquer d'une part leur effet anti-inflammatoire en inhibant la COX-2 et d'autre part leurs effets indésirables puisqu'il va inhiber également la COX-1. Et les COX-cibles, ce sont des anti-COX-2 sélectifs.
Donc, la coenzyme, la COX-1 va avoir pour conséquence la production de ces prostaglandines avec ses plusieurs effets physiologiques, notamment au niveau du tractus digestif, avec la protection de la muqueuse digestive. Au niveau du rein, le rôle essentiel, on va voir tout à l'heure les autres rôles, donc c'est la vasodilatation de l'artériole afférente. Au niveau des cellules endothéliales, c'est le contrôle de la synthèse de la prostacycline, pardon, qui a un effet antiagrégant plaquettaire et aussi un rôle vasodilatateur. Et au niveau des plaquettes, on va avoir la production de thromboxane A2 qui a un effet vasoconstricteur et proagrégant. Et pour la COX-2, cette enzyme inductible qui est produite essentiellement, comme je viens de le dire, au niveau des sites inflammatoires, avec pour conséquence l'inflammation, la fièvre et la douleur. Bien que les anti-inflammatoires non stéroïdiens représentent un groupe chimiquement hétérogène, mais globalement, ils ont souvent les mêmes effets indésirables qui sont fréquents, qui sont peu graves et le plus souvent, et qui sont heureusement la plupart du temps régressifs à l'arrêt du traitement. Ils se voient surtout chez des sujets à risque et parmi les complications les plus fréquentes qu'on peut voir, ce sont donc le risque au niveau cardiaque, c'est la toxicité cardiaque, le risque d'avoir des ulcères gastro-intestinaux, les réactions allergiques, le risque hémorragique et notamment les complications rénales qui représentent le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Alors, donc sur le plan rénal, quels sont les principaux risques qu'on peut voir lors de la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Donc, si on voit un petit peu le mécanisme d'action de ces anti-inflammatoires sur l'inhibition des COX-1 et COX-2, ces enzymes ont leur site d'action au niveau de différentes du rein, avec la production de différents types de prostaglandines, notamment la prostaglandine E2, qui va avoir le site de production, c'est au niveau des glomérules et des canaux collecteurs, avec pour principale fonction la modulation du système rénine-angiotensine-aldostérone avec un rôle vasodilatateur et aussi l'augmentation de l'excrétion de l'eau et de sodium. La prostaglandine I2, donc sa production, c'est au niveau des cellules mésangères glomérulaires, de l'endothélium et également des podocytes avec principale fonction la vasodilatation artériolaire et l'augmentation de l'excrétion du sodium. La prostaglandine F2-alpha, elle est produite au niveau du tube distal et des canaux collecteurs avec pour principale fonction l'excrétion, donc l'augmentation de la promotion de l'excrétion de l'eau et de sodium et également la stimulation du cotransporteur sodium-chlore au niveau des tubes distaux. Et la thromboxane A2, elle est localisée, sa production au niveau des glomérules avec pour principale fonction la contraction podocytaire. Alors, l'inhibition de la production de ces différentes prostaglandines par les anti-inflammatoires non stéroïdiens va être à l'origine de différents effets indésirables au niveau du rein qui se voient surtout chez les patients dans certaines situations en particulière. Et donc, vous voyez le spectre, il est très large avec donc le risque d'avoir l'insuffisance rénale aiguë, mais également donc le syndrome néphrotique, les troubles hydroélectrolytiques, la rétention hydrosodée avec les œdèmes et aussi un rôle hypertenseur. Ces complications, donc ces effets rénaux sont actuellement bien documentés. Donc, vous le voyez dans cette publication qui n'est pas récente, elle date déjà d'une quarantaine d'années. On voit que les différents effets indésirables au niveau du rein sont essentiellement à type d'œdème et d'insuffisance rénale aiguë. Et ce sont donc les différents anti-inflammatoires, donc plusieurs types d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent être à l'origine de ces différentes complications rénales. Alors, l'insuffisance rénale aiguë est une complication fréquente, comme en témoignent plusieurs études, notamment cette étude anglaise, c'est une étude cas témoin qui a colligé près de 900 000 sujets de 50 à 84 ans et qui a montré que le risque d'insuffisance rénale était multiplié par 3 sous un INS, que ce soit suite à l'utilisation ou la prise de diclofénac, d'ibuprofène ou de naproxène, et ce risque augmentait avec la posologie et la durée de la prise. Dans une autre étude canadienne,
C'est toujours donc des sujets âgés de plus de 65 ans, plus de 120 000 sujets qui étaient sous anti-inflammatoires non stéroïdiens depuis peu. Et donc, il y avait un groupe de patients qui ont été appariés par rapport à un groupe témoin. Et on a retrouvé donc la même constatation. Le risque d'insuffisance rénale aiguë, toute INS confondue, était le plus élevé, et ceci dans les 30 jours qui suivaient le début du traitement. Donc, finalement, il y a plusieurs types d'insuffisance rénale aiguë qui peuvent être observés sous traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien. Elle peut être à type d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et se compliquant devenir par un mécanisme ischémique un tableau de nécrose tubulaire aiguë. On a vu aussi des cas de néphrite interstitielle aiguë et également de nécrose papillaire. On va commencer par le premier type d'insuffisance rénale aiguë, donc la fonctionnelle. Le mécanisme principal de l'insuffisance rénale aiguë sous INS, de ce type d'insuffisance rénale aiguë, c'est en fait par le biais d'une altération hémodynamique qui va être due à un déséquilibre justement de ces prostaglandines, donc comme on vient de le voir, qui sont largement exprimées dans plusieurs parties du néphron. Donc, ce qui va se passer donc, en temps normal, donc l'adaptation rénale lors d'une diminution du volume circulant efficace va entraîner une stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone avec augmentation de l'angiotensine 2. On va voir également la stimulation du système nerveux sympathique, l'augmentation de la vasopressine. Cette augmentation, donc, qui ont des rôles vasoconstricteurs, vont entraîner la stimulation de la production des prostaglandines intrarénales qui, elle, va empêcher donc, la vasoconstriction afférente donc, par ces vasoconstricteurs en maintenant. Donc, ils vont assurer donc, une vasodilatation préglomérulaire qui va avoir pour but de maintenir donc, des résistances vasculaires rénales normales et de maintenir une filtration glomérulaire pour donc, maintenir l'hémodynamique intrarénale. Alors, la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens dans certaines situations donc, à risque va entraîner le risque d'avoir une insuffisance rénale aiguë, donc surtout chez ces patients qui vont avoir donc, une hémodynamique rénale qui est déjà compromise. En effet, donc, il y a des études qui ont montré que les INS n'altéraient pas les fonctions rénales chez les personnes qui sont en bonne santé. Donc, il faut qu'il y ait une situation à risque pour voir apparaître cette insuffisance rénale aiguë. Et ces situations à risque donc, sont nombreuses. Quand on a une insuffisance cardiaque, une insuffisance hépatique, quand on a un syndrome néphrotique, chez les sujets âgés, quand on a toute situation d'hypovolémie, de déplétion volémique. Également, donc, les sujets avec comorbidité tels que le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale chronique, et aussi l'utilisation concomitante d'agents néphrotoxiques. Globalement, la survenue de l'insuffisance rénale aiguë sous INS, elle est le plus souvent d'origine multifactorielle. Elle va être favorisée, donc, comme je viens de le dire, chez les patients qui présentent une modification des résistances artériolaires efférentes, mais aussi par l'association des INS à des molécules qui peuvent, elles aussi, diminuer la perfusion rénale, telles que les diurétiques et les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et là, il faut faire attention à une association qui peut être très dangereuse, qui est l'association entre diurétiques, bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone et INS, avec à l'origine d'un risque très élevé d'insuffisance rénale aiguë lors de cette triple association. Ceci en fait est corroboré par cette étude récente où on voit que le risque d'avoir une insuffisance rénale aiguë suite à l'utilisation des INS est de 3,7 et ce risque il passe à 29 lors d'une triple association INS, diurétique et bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors, le tableau clinique, c'est une insuffisance rénale aiguë qui va être observée en général 1 à 3 jours après donc, la prescription de l'anti-inflammatoire. Ça va dépendre principalement de la demi-vie de l'anti-inflammatoire. Donc, si on a un tableau nécrose tubulaire aigu, on va voir sur le plan histologique des lésions tubulaires avec la vacuolisation, la perte de la bordure ambreuse. Parfois, il y a une infiltration de cellules inflammatoires. Dans les cas grave, on peut parfois observer des infarctus rénaux bilatéraux et on a aussi des cas d'insuffisance rénale aiguë par le biais d'une rhabdomyolyse massive. En général, l'évolution, elle est favorable. On va avoir une amélioration de la fonction rénale, c'est 2 à 7 jours après l'arrêt de l'anti-inflammatoire, mais parfois, quand on a une prise chronique, on peut avoir des lésions rénales séquelaires.
Alors, ce risque d'insuffisance rénale aiguë, est-ce qu'il varie en fonction du type d'anti-inflammatoire non stéroïdien, et notamment avec les anti-inflammatoires sélectifs? Dans cette étude chinoise, ce risque est malheureusement donc similaire, quel que soit le type d'anti-inflammatoire non stéroïdien, que ce soit donc les anti-inflammatoires classiques ou bien les anti-COX-2. Deuxième type d'insuffisance rénale aiguë, c'est la néphrite interstitielle aiguë. C'est une complication qui a été rapportée notamment dans cette étude qui a colligé les différentes causes d'insuffisance rénale aiguë par néphrite interstitielle aiguë. Et comme vous le voyez, ce sont les causes médicamenteuses qui sont les plus fréquentes, retrouvées dans plus de 75% des cas. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens faisaient partie de ces médicaments qui peuvent être à l'origine de ce type d'insuffisance rénale aiguë. Elle est rare. Le mécanisme, c'est un mécanisme immunoallergique. Sur le plan clinique, donc c'est un tableau clinique avec une symptomatologie variable, des œdèmes, une oligurie. Les signes généraux d'allergie sont le plus souvent absents. Le sédiment urinaire, il y a une hématurie, il y a une leucocyturie microscopique avec parfois une protéinurie qui peut être d'ordre néphrotique. Donc, des rares cas de syndrome néphrotique ont été également rapportés. Le début de l'atteinte rénale est généralement tardif, c'est 4 à 5 mois après le début du traitement et en général, c'est réversible en quelques mois après l'arrêt de l'anti-inflammatoire. Il ne semble pas exister de facteurs de risque à ce type d'insuffisance rénale et 2 tiers des cas ont été rapportés avec le phénoprofène, mais tous les anti-inflammatoires, quelle que soit leur classe, peuvent en être responsables. Le mécanisme de cette néphrite interstitielle aiguë, c'est en partie en raison du détournement de l'acide arachidonique vers la voie de la lipooxygénase, ce qui va entraîner une production accrue de ces leucotriènes pro-inflammatoires qui vont être responsables d'une perméabilisation des capillaires glomérulaires et interstitiels, occasionnant donc la fuite de protéines, la protéinurie avec un œdème interstitiel. Le tableau clinique, dans cette étude, l'âge médian était d'environ 50 ans. La protéinurie était souvent inférieure à la plage néphrotique. On avait quand même une insuffisance rénale aiguë de grade 3 dans 2 tiers des cas. La durée médiane d'exposition était de 3 mois avant le diagnostic. Et souvent, donc, on a une bonne réponse au traitement par corticoïde avec une amélioration de la fonction rénale dans 70% des cas. Et un traitement corticoïde précoce serait associé à un meilleur résultat. Troisième type d'insuffisance rénale aiguë, c'est la nécrose papillaire. Les cas rapportés dans la littérature sont exceptionnels. Ils ont été signalés notamment avec l'ibuprofène, le phénoprofène et l'acide méphélamique. Ces lésions papillaires rénales aiguës associées aux anti-inflammatoires sont plus susceptibles de se produire dans un contexte de déshydratation. Sur le plan clinique, on va avoir des douleurs lombaires avec une hématurie macroscopique. La réversibilité de l'atteinte va être liée à l'importance de la nécrose et surtout à l'arrêt des anti-inflammatoires. Bon, les mécanismes d'apparition sont mal connus, mais bon, il y a des auteurs qui évoquent un mécanisme par ischémie médulaire suite à l'inhibition locale de la synthèse des prostaglandines, ou bien suite donc à un effet des catabolites toxiques qui vont entraîner la nécrose cellulaire. Avec l'insuffisance rénale aiguë, donc, on a observé aussi parfois donc, l'apparition d'un syndrome néphrotique. Généralement, ça a été observé entre 2 semaines et 18 mois après l'exposition. Vous voyez dans cette étude que toutes les lésions histologiques ont été rapportées et observées lors de la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens. La plus fréquente, c'est l'extramembraneuse, l'hyalino-segmentaire et focale et aussi donc, la lésion glomérulaire minime. Alors la GEM, le tableau clinique, en général, l'âge moyen est de 55 ans. On a une apparition médiane de 43 semaines. La protéinurie, elle est massive dans la plupart des cas et la rémission, elle est possible à l'arrêt du traitement avec un traitement conservateur sans avoir besoin d'administrer donc une immunosuppression, ce qui diffère du traitement de la GEM primaire qui généralement nécessite un traitement immunosuppresseur. Toutefois, donc, la réintroduction de l'anti-inflammatoire non stéroïdien peut entraîner une rechute de la GEM.
Autre forme histologique, c'est la lésion glomérulaire minime, donc, qui a été observée aussi lors de la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens et qui accompagne en général une insuffisance rénale aiguë sévère. Sur le plan histologique, on va avoir donc les lésions minimes en microscope optique avec la lésion essentiellement histologique en microscopie électronique, avec cet effacement diffus des pieds des podocytes. Le traitement, c'est l'arrêt des anti-inflammatoires et un traitement immunosuppresseur avec un pronostic qui est généralement favorable. Alors, comme vous le voyez, donc, le spectre est large des complications rénales suite à la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a vu la complication la plus fréquente qui est l'insuffisance rénale aiguë et aussi la survenue du syndrome néphrotique, mais il y a aussi donc, ces complications à type de troubles hydroélectrolytiques et d'hypertension artérielle. En effet, donc la rétention soudaine est une complication fréquente. Les œdèmes vont s'observer en général dans 3% des cas, avec une incidence qui va être plus élevée chez les patients qui sont sous INS à forte dose, avec une prescription qui est au long cours. L'hypercalémie est une complication plus rare. Ça se voit surtout chez des patients à risque, soit qu'ils aient une maladie rénale chronique, ou bien une insuffisance cardiaque, ou bien qui prennent des médicaments qui, eux aussi, sont potentiellement hyperkaliémants, comme les bloqueurs du système rénine-angiotensine, aldostérone. Et l'indométacine donc, apparaît le plus souvent à l'origine de l'hypercalémie chez les patients qui n'ont pas de facteur de risque apparent. La plupart des INS entraînent une élévation modérée de la pression artérielle. Ça a été décrit surtout chez les sujets de plus de 65 ans. Chez les patients normotendus, on va avoir une augmentation de la pression artérielle dans 5% des cas. Et c'est surtout observé chez les sujets qui sont hypertendus avec une donc exacerbation de leur hypertension artérielle dans 32% des cas. Plusieurs mécanismes donc intriqués, soit par le biais de l'insuffisance rénale aiguë, par donc la vasoconstriction, la rétention aussi de l'eau et du sodium, et il y a également un rôle possible du dysfonctionnement de l'endothélium vasculaire. Alors, malgré tous ces effets indésirables bien établis des INS, leur fréquence d'utilisation chez les patients à haut risque reste très élevée. En témoigne notamment donc cette étude qui a été réalisée chez des patients, donc plus de 2,5 millions consultations de soins primaires pour des troubles musculo-squelettiques. Une forte proportion de patients étaient des sujets âgés avec plusieurs comorbidités comme l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. La prescription des anti-inflammatoires était quand même élevée, dans 9,3%. 79% des demandes de remboursement concernaient des anti-inflammatoires traditionnels et non anti-COX-2. 92% des visites concernaient des patients hypertendus et les consultations étaient suivies de la prescription d'un anti-inflammatoire dans 90% des cas. Qu'en est-il maintenant de la prescription de l'anti-inflammatoire au cours de l'insuffisance rénale chronique? Notamment donc, les résultats de cette méta-analyse avec 10 études, dont 5 concernaient des patients qui avaient une insuffisance rénale chronique, à peu près plus de 100 000 cas avec une insuffisance rénale chronique. On voit que le risque d'insuffisance rénale aiguë dans la population générale sous INS était quand même de 1,73 et ce risque était plus élevé en cas d'insuffisance rénale chronique sous-jacente. Pareil, cette étude réalisée chez des patients insuffisants rénaux chroniques d'âge moyen 72 ans avec un DFG moyen de 41 millilitres par minute, la prescription des anti-inflammatoires systémiques a été observée dans 16,7%. Les anti-inflammatoires par voie topique, c'est 32% des cas. Et on a constaté qu'il y avait une insuffisance rénale aiguë dans 16,7% des cas avec un stade, donc l'insuffisance rénale aiguë était de stade 2 à 3 dans 2,6% des cas, avec une augmentation du recours donc, à une consultation néphrologique qui est plus importante chez les patients ayant une insuffisance rénale chronique et qui a été observée dans 10,6% des cas. Qu'en est-il de la progression de la maladie rénale chronique sous anti-inflammatoire non stéroïdien? L'association entre prise d'INS et risque de maladie rénale chronique n'a pas été bien clairement établie, surtout avec les études antérieures qui montraient quand même un risque accru de maladie rénale chronique chez les utilisateurs anti-inflammatoires. Donc, il y avait quelques biais donc, et des faiblesses méthodologiques, mais ceci a été néanmoins confirmé par des études plus récentes
intéressantes qui montrent quand même le même résultat. Il y a un risque rénal lors de la prescription des anti-inflammatoires, notamment cette méta-analyse qui, certes, n'a pas montré que la prise régulière des anti-inflammatoires avait un effet significatif sur le risque de l'accélération de la progression de l'insuffisance rénale chronique, mais c'était la prise des anti-inflammatoires à forte dose qui avait augmenté de manière significative ce risque de progression accélérée de l'insuffisance rénale chronique, et c'était un risque aussi qui était particulièrement élevé chez les diabétiques. Également, dans cette étude 4 témoins, le risque augmenté de progression de l'insuffisance rénale chronique a été observé surtout lors de la prescription prolongée des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme vous le voyez, au-delà de 90 et 180 jours. Donc, il y a un risque très élevé de progression de l'insuffisance rénale chronique. Malgré tout ça, les anti-inflammatoires sont toujours prescrits au cours de la maladie rénale chronique. En témoigne malheureusement donc cette étude égyptienne qui a montré que près de 2 tiers des patients avec une insuffisance rénale chronique étaient traités par des INS et 80% d'entre eux étaient des utilisateurs réguliers d'anti-inflammatoires. Alors, il est de mon usage donc, de rappeler les règles de prescription des anti-inflammatoires. Il faut prescrire la dose minimale efficace, prescrire le moins longtemps possible, ne pas dépasser les doses maximales officielles. En cas de douleur chronique, il faut toujours réévaluer de façon régulière l'efficacité, la tolérance et aussi la nécessité de poursuivre le traitement, rappelant que les anti-inflammatoires n'ont qu'un effet symptomatique. Ne jamais associer deux anti-inflammatoires et faire très attention chez les sujets âgés et qui sont déjà polymédiqués. Avant de prescrire, il est important d'évaluer le risque rénal, donc évaluer l'état d'hydratation des patients, donc doser la créatinine sérique, estimer le débit de filtration glomérulaire et faire aussi un bilan électrolytique. Important d'identifier les facteurs de risque d'insuffisance rénale aiguë, donc surtout toute situation avec une hypovolémie, toute situation où on a une augmentation des doses et aussi la prescription de médicaments qui peuvent perturber l'hémodynamique rénale et également des médicaments néphrotoxiques. Concernant la manipulation des anti-inflammatoires non stéroïdiens au cours de la maladie rénale chronique, les recommandations stipulent, avant le stade 3 de la maladie rénale chronique, la prescription, ce qui est accepté et recommandé, c'est de faire donc une utilisation à courte durée, moins de 5 jours. L'utilisation au long cours ne doit être discutée au cas par cas. Pour le stade 4, toujours considérer donc une durée de courte période et il est important donc de surveiller et monitorer au cas par cas. Et chez les patients qui ont une maladie rénale chronique au stade 5, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués, sauf donc certaines exceptions, c'est surtout quand ils ont un usage palliatif. Donc, si malgré tout un anti-inflammatoire doit être prescrit chez un patient qui a une insuffisance rénale chronique, vu tous ces risques qu'on vient de voir, il est important de contrôler la fonction rénale quelques jours après l'introduction, puis de façon régulière au cours de la prescription de ce traitement. Pour conclure, je dirais que les complications rénales des anti-inflammatoires restent fréquents et surtout le risque d'insuffisance rénale aiguë. Donc, il est important de respecter les règles de prescription de ces médicaments, d'identifier les situations à risque et les patients à risque d'insuffisance rénale aiguë en dépistant également l'insuffisance rénale chronique. En cas de nécessité absolue, l'anti-inflammatoire doit être prescrit à dose faible et de courte durée. Éviter la prescription de diurétiques, de bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, donc cette triple association avec les anti-inflammatoires. Et un élément important, c'est la surveillance et le monitorage de la fonction rénale. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Amal, pour cette présentation qui, je dois avouer, est merveilleuse. Enfin, c'est pas seulement que vous avez pu couvrir tous les aspects différents, comment les ANS peuvent faire des pathologies dans les reins d'une façon très, très claire. Et aussi, vous avez attaqué le côté pratique dans ce sujet qui est très important. Enfin, ce que peut-être que je voudrais dire après avoir écouté ta présentation, c'est que
Le vrai problème, c'est qu'on utilise trop des ANS chez nous. En Afrique, en général, on a le problème d'hypertension. On sait tous, c'est le problème des Apollo 1 gènes et que beaucoup de nos patients, ils ont des hypertensions, même des patients qui sont assez jeunes. Ça, c'est un problème qui est principal. Et aussi, ce que je peux aussi dire, c'est que beaucoup de nos patients, spécialement les femmes qui sont un peu obèses, qui ont des arthroses des genoux, beaucoup d'entre eux, elles prennent beaucoup des anti-inflammatoires. Et c'est ces patients-là où on doit vraiment chercher et avoir une histoire qui est propre. Parce que aussi, ce que vous avez dit aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas seulement important de savoir si on a pris ces médicaments récemment, mais même si on l'a pris depuis quelques mois ou quelques années, comme vous venez de dire. Vraiment, c'était une présentation superbe. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de commentaires et de questions, mais on les fera à la fin. Et je vous remercie beaucoup. Vraiment, c'était pour moi un plaisir de vous écouter. Vraiment. Merci beaucoup pour vos efforts. Merci beaucoup, Dr. Ahmed. Merci. Beaucoup. Maintenant, je vais passer à notre autre présentatrice. Nous avons avec nous aujourd'hui Dr. Naya Khalin Kita, MD. Dr. Naya Khalin du Sénégal, elle est néphrologue et praticienne hospitalière au Centre hospitalier national d'Alal Jam à Dakar au Sénégal. Elle est enseignante vacataire du département de néphrologie de la faculté de médecine à Anta Diop, l'université d'Anta Diop au Sénégal. Elle est membre de l'équipe éditoriale de Afran, créateur de graphiques visuels. Elle est aussi présidente de la commission communication de la Société sénégalaise de néphrologie, dialyse et transplantation de 2022 jusqu'à aujourd'hui. Elle est vice-présidente du comité média web de l'Afran de janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, elle est un membre du groupe de travail de Afran Acute Kidney Injury et Critical Care. C'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui. Et je voudrais dire que Dr. Naya Khalin, elle est un exemplaire d'une néphrologue qui a joint l'Afran et qui a été très active. Enfin, elle a fait partie de beaucoup de comités, comme je viens de dire, mais vraiment, ce n'est pas seulement comme une présence normale, mais une présence qui est claire. Elle fait beaucoup d'activités, elle a beaucoup d'impact et je suis vraiment très fière de ma petite sœur. Dr. Naya Khalin, aujourd'hui, elle va parler des néphrotoxicités des aminosides. Et vraiment, je voudrais écouter ta présentation, Nahel. Allez, on commence. Merci beaucoup, Dr. Racha, et merci pour ces mots. Hein, ça me touche vraiment. Et merci à tous d'être là en ce début d'après-midi pour ces échanges sur les lésions rénales aiguës associées aux médicaments. Et c'est à mon tour maintenant de parler de la néphrotoxicité des aminosides. Donc, comme l'a dit Dr. Racha, je suis néphrologue au Sénégal. Pour parler de ce thème, je vais vous proposer ce plan. Et bien sûr, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette présentation. Pourquoi on doit d'abord utiliser les aminosides dans notre pratique clinique? Parce que tout simplement, il s'agit de médicaments qui sont impliqués dans la prise en charge de beaucoup d'infections bactériennes, des infections bactériennes qui peuvent être graves, qui peuvent être potentiellement mortelles. Et on les prescrivent en prophylaxie ou en traitement empirique d'ailleurs, dans certaines infections urinaires, pulmonaires, dans les endocardines infectieuses. En tout cas, le spectre d'activité de cette molécule est très large et parallèlement, il y a un coût quand même très faible pour tous ces avantages. La deuxième utilité clinique, c'est qu'on a, malgré les années d'utilisation de ces médicaments, une résistance bactérienne qui est quand même assez stable, avec des proportions rapportées un peu partout dans le monde qui sont faibles, ce qui fait qu'on a toujours la possibilité de les utiliser quand on est en face d'une infection associée à ces bactéries multirésistantes qui sont souvent des infections liées aux soins, donc des infections qui découlent de notre pratique. Pourquoi? Parce que les aminosides ont une certaine efficacité en termes de bactéricidie. Ils vont pouvoir détruire la bactérie de façon efficace, de façon rapide et de façon intense. Ils ont également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'effet post-antibiotique. Cet effet
post-antibiotique va empêcher la croissance de la bactérie entre les doses. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura pas risque de poussée bactérienne entre deux prises. Et cet effet post-antibiotique est très important puisqu'il peut être long. Il y a une synergie d'action entre les aminosides et les bêta-lactamides et en témoigne la baisse importante de la mortalité chez les patients qui ont un choc septique et qui ont été mis sous cette association aminoside-bêta-lactamine. L'autre fait intéressant, c'est la non-infériorité de cette molécule qu'on appelle la plasomycine, qui a eu son approbation récemment, qui est un aminoside, et qui est non inférieur au méropenem. Et on sait comment les méropenem sont chers. Donc, si avec les aminosides, on parvient à prendre en charge correctement des infections sévères compliquées, donc c'est d'une utilité clinique importante d'avoir cet arsenal thérapeutique dans nos bagages. Mais il y a une certaine pathogénie de ces molécules au niveau du rein. D'abord, lorsqu'on fait une perfusion de ces aminosides chez les patients, il y a un modèle pharmacocinétique qui va se dérouler en 3 étapes. Il y a une première étape où le médicament va se distribuer dans l'organisme et va avoir son effet direct qui est l'effet bactéricide. Ensuite, il y a une deuxième phase, c'est la phase d'élimination rapide qui est exclusivement rénale. Donc, ce qui fait qu'il y a une importance capitale à avoir une certaine fonction rénale de base lorsqu'on expose une personne, un patient, à ces molécules. Mais il y a une troisième phase qui est la phase d'élimination tardive, qui est d'un intérêt capital dans ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque les aminosides ont cette capacité à être accumulés dans la cellule, dans le tissu, surtout au niveau du cortex rénal ou au niveau de l'oreille interne. Et c'est cette accumulation qui va entraîner un relargage ultérieur qui se fera de façon partielle, de façon très lente. Et ce qui fait qu'on va observer des effets secondaires qui peuvent être retardés de plusieurs jours, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois après une exposition à ces molécules. Donc, cette accumulation va se faire au niveau du rein, au niveau des cellules du tube contourné proximal, puisque c'est des molécules qui sont filtrées librement, non liées aux aminosides. Donc, une fois filtrées, il y a une partie qui va être accumulée dans la cellule tubulaire. Donc, on est aux environs de 5%. Comment cela va se passer? Il y a le récepteur mégaline qui va permettre l'endocytose de cette molécule à l'intérieur de la cellule. Et une fois dans la cellule, la molécule va entraîner des altérations au niveau de certaines activités intracellulaires, au niveau de certains organismes intracellulaires qui sont essentiels à la viabilité de la cellule. Alors, il y a plusieurs mécanismes moléculaires en rapport avec cette néphrotoxicité des aminosides. Il y a un effet direct qui va se faire sur les organismes tels que la mitochondrie ou le réticulum endoplasmique, puisque la gentamicine va entraîner la production d'un stress oxydatif avec la libération de radicaux libres et tout cela va entraîner va entretenir des lésions rénales secondaires. À côté de cela, il y a une activation de la voie apoptotique et une médiation, une génération de cytokines pro-inflammatoires. Tout ceci va aboutir à des lésions inflammatoires aiguës. Et ces mécanismes moléculaires jouent un rôle important et sont actuellement très utilisés dans les recherches cliniques puisqu'il y a certaines applications thérapeutiques qui découlent de ces résultats et nous en verrons certains. La pathogénie de cette néphrotoxicité reste complexe parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une atteinte tubulaire isolée. Il y a plusieurs mécanismes qui vont se réunir et qui vont entraîner cette défaillance rénale. D'abord, quand la cellule tubulaire est affectée, il y aura un défaut de réabsorption qui sera à l'origine d'une activation du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Donc, il y a une amorce du baisse du DFG. Mais cette amorce va être entretenue par la desquamation des cellules tubulaires qui vont obstruer la lumière tubulaire et entraîner une baisse supplémentaire du DFG. Mais par ailleurs, les aminosides vont s'accumuler
au niveau d'autres cellules. C'est le cas de la cellule mésangiale glomérulaire qui va se contracter et entraîner une baisse du coefficient de perméabilité. Il y a une activité directe sur l'artériole afférente avec une vasoconstriction et tout ceci va aboutir à l'insuffisance rénale aiguë observée au cours de la prise d'aminozides. Mais il y a une dysfonction tubulaire qui est associée puisque les aminozides sont également accumulés au niveau des cellules du tube contourné proximal et du tube contourné distal, ce qui va expliquer des pertes de concentration, des pertes de capacité de concentration de ces urines avec une certaine diurèse qui est conservée ou plutôt une polyurie et parfois des fuites urinaires de magnésium très importants et qui sera à l'origine d'une hypomagnésémie. Il y a des cas anecdotiques rapportés dans la littérature d'hypomagnésémie très sévère et très symptomatique chez des patients qui ont été mis sous aminosides, mais c'est des cas encore qui sont isolés et qui sont rapportés et anciens. Donc, à partir de cette pathogénie, on va parler plutôt de l'insuffisance rénale aiguë qui est secondaire aux aminosides dans le reste de la présentation. D'abord, en termes d'incidence, on est très variable. On parle de 4 à 25%, mais il faut faire attention avec ces chiffres parce qu'il y a beaucoup de définitions quant à la néphrotoxicité des aminosides, selon les études, selon les auteurs. Il y a également différentes périodes d'évaluation de cette fonction rénale. Il y a différents profils de patients qui ont été inclus dans ces cohortes. Et cette difficulté à avoir le bon chiffre est beaucoup plus patent quand on est en réanimation en unité de soins intensifs, où il y a des incidences rapportées de l'ordre de 50% ou bien plus, mais avec beaucoup de facteurs de confusion parce que c'est des patients qui sont déjà septiques, qui ont sepsis sévère, qui sont en état de choc et tout ceci peut expliquer une insuffisance rénale aiguë qui en découle. Il y a également la décompensation des comorbidités qui sont inhérentes aux patients et la plupart du temps, ces patients sont sous plusieurs médicaments qui peuvent avoir un potentiel néphrotoxique. Mais quand on fait une certaine revue de la littérature, par exemple dans cette étude indienne, les insuffisances rénales aiguës qui sont acquises à l'hôpital ont une origine médicamenteuse. Dans plus de 30% des cas, on est à 1 patient sur 4. Et c'est les aminosides qui sont les médicaments néphrotoxiques les plus prescrits en hospitalisation. Donc, on sait que c'est des médicaments qui sont néphrotoxiques. On les prescrit parce qu'il y a un besoin, il y a une nécessité. Donc, il faut prévoir une insuffisance rénale aiguë. Donc, le diagnostic réel de cette atteinte rénale au cours des aminosides, c'est une insuffisance rénale aiguë prévisible chez le patient qui doit recevoir cette molécule. C'est une insuffisance rénale prévisible quant à la prescription propre du médicament, mais également quant à la survenue des complications qui peuvent en découler. Donc, il y a des questions à se poser parce que c'est des médicaments qui sont importants, qui peuvent parfois être essentiels, en tout cas qui peuvent être déterminants pour une bonne prise en charge optimale de ces patients. Donc, avant d'imputer une certaine défaillance rénale à cette molécule, il faudra établir des critères d'imputabilité et se poser les bonnes questions. La première question, c'est de savoir qui est à risque de faire une toxicité rénale liée aux aminosides. La réponse est sans équivoque. Tout patient exposé est à risque, indépendamment de la fonction rénale initiale, comme on pouvait le croire anciennement dans cette étude taïwanaise qui a permis vraiment d'élucider sur ce point avec une cohorte très importante de patients. Donc, il y a un fort risque à développer une insuffisance rénale aiguë dès qu'on est exposé à cette molécule qu'on appelle l'aminoside. Mais il y a des facteurs de risque. Ces facteurs de risque sont propres aux patients. C'est des patients qui sont âgés, qui sont déshydratés ou hypovolémiques. C'est des patients qui sont diabétiques et qui ont d'autres situations telles que la cirrhose, une insuffisance rénale préalable, un rein unique, ou bien des patients qui ont un trouble métabolique de base qui est retrouvé et une hypoalbuminémie, une anémie. Ou les patients qui, en plus des aminosides,
sont sous des molécules qui entraînent une déplétion volémique, telles que les furosimides, des molécules qui vont perturber l'hémodynamique intrarénale, telles que les INS, les ANS, IECRA2, ou bien d'autres molécules qui vont également avoir une toxicité directe au niveau tubulaire, c'est la cyclosporine, la cisplatine, d'autres antibiotiques, la vanco, la céphalosporine, les produits de contraste. Donc, tous ces facteurs de risque, lorsqu'ils sont présents, vont précipiter la survenue de cette insuffisance rénale. Du point de vue génétique, il n'y a pas d'études sur le génome wide, en tout cas dans ce domaine. Contrairement à l'autotoxicité des aminosides, la néphrotoxicité n'est pas encore associée à des perturbations génétiques, bien vrai qu'il y a des hypothèses dans le modèle animal, mais qui ne sont pas encore validées ou étudiées chez l'homme. Donc, il faut identifier avant une prescription le patient à risque. La deuxième question à se poser, c'est quelle prescription est à risque de découler vers une insuffisance rénale? D'abord, le type d'aminosides, ils sont nombreux, ils sont présents depuis de nombreuses années sur le marché et disponibles dans la pratique, mais classiquement, c'est la gentamicine, la tobramycine ou l'amicacine. En termes de proportion et d'incidence de néphrotoxicité, la genta et la tobra sont comparables avec l'amicacine qui donne une incidence moindre. Ceci peut être dû à des différences quant à la structure chimique, quant à la capacité à s'internaliser dans la cellule tubulaire rénale, mais en termes de néphroprotection, l'amicacine constitue la meilleure arme. La deuxième question, c'est quel schéma posologique adopter chez ces patients qui doivent recevoir des aminosides. De façon conventionnelle, c'est plusieurs prises quotidiennes, mais il est actuellement établi que la dose unique journalière avait plusieurs avantages en termes d'efficacité, mais aussi en termes de sécurité. En termes d'efficacité, on a un pic de concentration qui est élevé dès le départ et qui est bref. Et les aminosides sont des antibiotiques qui sont efficaces, qui sont dose dépendantes en termes d'efficacité. Donc, lorsque le pic de concentration est élevé, on a une meilleure efficacité. Et ceci permet également de réduire l'exposition prolongée aux médicaments, et c'est cette exposition qui va entraîner la toxicité ultérieure. Donc, cette dose unique journalière a un effet néphroprotecteur comparé à des doses multiples. Et il y a beaucoup d'essais cliniques, beaucoup d'études randomisées, beaucoup de méta-analyses qui ont confirmé cette hypothèse théorique, comme quoi il y a une baisse de la néphrotoxicité avec ce schéma posologique. Effectivement, puisque lorsque le Cmax est augmenté, on a une saturation des récepteurs au niveau rénal, et ce qui fait que la plupart du médicament va pouvoir être excrété au niveau des urines et réduire de façon importante cette toxicité. La troisième question, c'est quelle dose on doit administrer pour éviter la survenue d'une insuffisance rénale. Il y a deux paramètres. Donc, tout à l'heure, on parlait du pic de concentration pour l'efficacité de la molécule administrée, mais également, il faut s'assurer que le médicament est complètement éliminé avant de redonner une autre dose. D'où l'importance d'avoir un œil sur le taux résiduel qu'on appelle la concentration minimale, qui ne doit pas dépasser 0,5 mg par litre quand on parle de gentamicine ou de tobramycine, ou 2,5 mg par litre pour l'amicacine. Donc, avoir des taux résiduels qui sont élevés peuvent présager d'une dysfonction rénale qui s'est installée et qui serait associée à cette molécule. L'autre question, c'est la durée d'administration. Plus on augmente la durée d'exposition, plus on augmente la toxicité. Et il est d'usage de faire des courtes cures de moins de 5-7 jours pour réduire au maximum la survenue de cette toxicité liée aux aminosides. Une fois qu'on a identifié le profil du patient, une fois qu'on a défini la prescription adéquate, il y a la présentation de l'insuffisance rénale aiguë secondaire aux aminosides à observer avant d'imputer l'atteinte rénale à ce médicament qui est parfois important. Il s'agit d'une insuffisance rénale qui est
dose dépendante, donc c'est-à-dire plus on augmente la dose, plus le risque est augmenté, contrairement au mécanisme immunoallergique. Et c'est une insuffisance rénale qui va survenir dans les jours suivant l'exposition, mais cette manifestation peut être retardée parfois jusqu'à 90 jours dans des formes vraiment retardées, mais qui sont, en tout cas en moyenne, on est dans les 7-9 jours de survenue de cette insuffisance rénale aiguë. Le profil d'atteinte rénale, c'est une nécrose tubulaire aiguë. Une nécrose tubulaire aiguë qui a des critères diagnostiques par une augmentation de la créate ou une progression vers le stade 2 du CADIGO. Si le patient présente une insuffisance rénale aiguë stade 1, il faudra rechercher est-ce que l'état volumique, l'état de dilatation est optimal dans ce contexte d'exposition et pouvoir y remédier. L'autre critère à adopter, à remarquer, c'est si on observe qu'après un changement de dose ou 2 semaines après l'arrêt du traitement, une baisse de plus de 50% de la créatinémie, cela pourrait présager qu'il y avait une toxicité rénale qui était déjà installée et qui était liée très certainement à ces médicaments. La nécrose tubulaire aiguë associée aux aminosides est une insuffisance rénale à diurèse conservée avec une diurèse qui va être supérieure à 500 ml minute. Donc, c'est ça la présentation clinique classique de l'IRA secondaire aux aminosides. Il y a des biomarqueurs qui ont été étudiés au cours de cette néphrotoxicité, essentiellement des enzymes tubulaires, des enzymes du tube contourné proximal. Mais à ce jour, l'impact clinique de ces biomarqueurs n'a pas été évalué dans la prévention de la néphrotoxicité. Donc, ça reste au stade expérimental, au stade de recherche, mais ça pourrait quand même contribuer à identifier de façon précoce l'installation de cette toxicité et pouvoir anticiper sur la CAT et la prise en charge thérapeutique. Il y a un autre phénomène qu'il faudra prendre en compte, c'est l'association médicamenteuse qui peuvent soit aggraver une insuffisance rénale qui était déjà là, ou bien entraîner la persistance de cette insuffisance rénale qui serait liée aux aminosides. La chose à retenir, c'est que l'aminoside peut avoir une manifestation de dysfonction rénale retardée et que la nécrose tubulaire aiguë en soi se présente sous forme d'une insuffisance rénale, mais qui ne doit pas dépasser plus de 2 semaines. Donc, si on a plus de 3 semaines, si on a plus de 21 jours d'insuffisance rénale, il faudra chercher des facteurs de risque, des facteurs d'entretien de cette insuffisance rénale, qui peuvent être le sepsis en soi qui n'est pas encore contrôlé, qui peuvent être hypovolémie ou l'association de produits néphrotoxiques. Cette association peut entraîner un surrisque d'avoir une insuffisance rénale aiguë, d'avoir une insuffisance rénale aiguë sévère et d'avoir un décès en hospitalisation. C'est ce qu'a démontré cette étude récente du NINJA chez l'adulte, qui est un programme qui permet de dépister précocement la survenue de l'insuffisance rénale chez les patients qui sont exposés, qui ont une exposition élevée aux produits néphrotoxiques, qui est définie par la mise sous aminoside pendant plus de 3 jours ou l'association de plus de 3 médicaments néphrotoxiques au moins pendant 24 heures. On constate que chez l'adulte, c'est très fréquent en hospitalisation et que le risque de complications également est majeur. Ce n'est pas anodin de faire une insuffisance rénale aiguë aux aminosides, puisque dans cette étude qui a été faite en réanimation chez des patients qui sont exposés aux aminosides, la mortalité était beaucoup plus importante lorsque les patients présentaient une défaillance rénale, contrairement aux patients qui n'en ont pas fait. Et dans une étude longitudinale des patients qui ont développé une néphrotoxicité liée aux aminosides, la survenue d'une maladie rénale chronique a été observée dans 25% des cas, d'où l'importance, en tout cas, de prévoir cette insuffisance rénale aiguë quand on doit mettre le malade sous ces molécules, mais de mettre en place des mesures préventives
Ces mesures préventives passent d'abord par l'évaluation du besoin. Est-ce qu'il faut vraiment mettre la molécule? Tout ça, il faut une bonne gestion des antibiotiques, éviter de créer à nos patients une sélection et une résistance bactérienne. S'il faut donner des aminosides en probabiliste, ne pas dépasser 2-3 jours. 2-3 jours, c'est quand même nécessaire, c'est quand même suffisant pour récupérer la culture microbiologique et adapter ultérieurement le traitement avec l'antibiogramme. Si le patient est exposé, il faudra optimiser la volémie, corriger les troubles hydroélectrolytiques et adapter la posologie selon la comorbidité. Il faut choisir l'aminoside le moins toxique, en l'occurrence l'amicacine, qui est plus disponible que les autres. Il faudra préférer la dose unique journalière, parfois augmenter les intervalles entre les doses et réduire la durée d'exposition. Et surtout, c'est les associations néphrotoxiques qu'il faudra éviter le plus maximum possible. Une fois que le patient est sous ce traitement, il faudra établir des protocoles de surveillance. La surveillance, c'est la surveillance du traitement et la surveillance de la toxicité. Le traitement, c'est le résiduel. Donc, le résiduel nous permet de voir est-ce que vraiment la molécule est épurée et éliminée au niveau rénal. Si les cibles sont majeures, donc probablement il y a une toxicité rénale qu'il faudra réévaluer. Il y a une étude qui a été faite chez des patients qui ont une endocardite infectieuse et qui ont été sous tobramycine. Et une dose cumulée totale supérieure à 2,5 grammes était associée à la néphrotoxicité. Donc, cette dose doit être réévaluée chez des patients qui nécessitent d'avoir des traitements prolongés. Et dans tous les cas, il faut évaluer l'efficacité du traitement, voir s'il y a un autre antibiotique qu'on pourrait utiliser et évaluer si le traitement était conforme par rapport à l'état clinique du patient, à ses paramètres biologiques et microbiologiques. La surveillance de la toxicité rénale, c'est de faire au moins la créatininémie systématiquement avant de démarrer le traitement. Au cours du traitement, il faut surveiller cette créatininémie. Maintenant, est-ce qu'il faut faire des créatininémies quotidiennes? Ça peut se discuter puisque dans l'étude pilote NINJA qui a été faite chez les enfants, le fait de faire une surveillance quotidienne de la créatininémie a permis de réduire l'incidence de la survenue de cette insuffisance rénale aiguë chez des patients qui sont exposés aux néphrotoxines. Et cette réduction est quand même assez conséquente. Mais prescrire une surveillance quotidienne de créatininémie, c'est un surcoût dans la prise en charge des patients. Donc, il faudra protocoliser la surveillance, soit 1, 2, 3 fois par semaine selon le profil du patient, selon les changements de dose et certains paramètres pharmacocinétiques. Et bien entendu, la surveillance de la toxicité, c'est la surveillance des autres effets secondaires qui sont associés aux aminosides. Pour l'instant, il n'y a pas une corrélation entre la survenue de la néphrotoxicité et la survenue des autres toxicités. Mais dès l'instant qu'il y a une toxicité qui est installée, il faudra faire le diagnostic exhaustif et rechercher les autres complications. Chez les patients qui ont une insuffisance rénale, est-ce qu'il faut donner les aminosides? En termes d'efficacité, on parvient à obtenir le pic de concentration maximale, quel que soit le DFG. Le problème, c'est le taux résiduel qui est difficilement atteignable chez les patients qui ont un DFG qui est réduit, inférieur à 40%, et à moins de 20%, tous les patients vont avoir un taux résiduel qui est supérieur à la cible. Parce que tout simplement, la clairance de la gentamicine est similaire à la clairance de la créatinine. Donc, dès que le DFG chute, l'élimination du médicament chute, et ceci va entraîner des effets toxiques qui sont majorés. Donc, il faut, chez les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë, adapter la posologie avec le DFG, premièrement en allongeant d'abord les intervalles interdoses. Ensuite, lorsque le DFG est inférieur à 20, on allonge la dose, mais également on réduit la dose pour vraiment réduire ce risque de néphrotoxicité. Maintenant, il y a des patients chez qui il y a un besoin d'épuration extra-rénale, soit parce qu'ils sont des hémodialysés chroniques ou ils ont une insuffisance rénale chronique,
ou bien c'est des patients qui ont une insuffisance rénale aiguë. Il est important parce qu'il y a une fonction rénale résiduelle et une fonction métabolique restante qui peut persister chez ces patients et qu'il faudra préserver. En épuration extra-rénale, il était préconisé de donner les aminosides en post-dialyse. Pourquoi? Parce que les aminosides sont des molécules de petit poids moléculaire, donc ils sont facilement dialysables. Donc, il faut éviter de les dialyser quand le patient est sous traitement. Cependant, il y a actuellement beaucoup d'études pharmacocinétiques qui ont prouvé le contraire. Ils ont prouvé que quand on donne les aminosides avant la séance de dialyse, on a une meilleure efficacité, une efficacité microbiologique qui a été démontrée dans cette étude ancienne, mais quand même qui est très importante, qui est faite par une équipe japonaise, qui a montré qu'on pouvait éradiquer le staph métier chez ces patients dans 50% des cas, mais il y a un AUC qui est faible, donc c'est-à-dire on pouvait augmenter la dose d'aminosytes qui a été donnée chez ces patients. Donc, donner les aminosytes avant la séance de dialyse, juste avant la séance de dialyse ou même dans les 30 premières minutes de la séance de dialyse, permettait d'atteindre les cibles de pic de concentration, donc les cibles d'efficacité, mais également de réduire rapidement l'exposition à ces médicaments et donc la néphrotoxicité. Donc, ce qu'on peut préconiser, c'est que chez le patient qui a une insuffisance rénale, il faut allonger les doses, l'intervalle entre les doses, et que s'il faut aller vers l'hémodialyse intermittente, il faut donner le médicament et proposer la séance 2 heures ou 3 heures ou 4 heures après la prise. Donc, on aura l'efficacité escomptée et une bonne réduction de la toxicité. En termes de médicaments néphroprotecteurs, il y a beaucoup d'études actuellement qui ont revu des médicaments qui pourraient avoir un potentiel néphroprotecteur chez les patients chez qui on met des aminosides. Il y a 3 principes, soit on inhibe l'accumulation tubulaire des aminosides, c'est le cas des cystatines, soit des statines, soit on augmente le débit sanguin rénal, c'est le cas des des calcibloqueurs, des inhibiteurs calciques, ou bien on agit de façon à avoir un effet antioxydant, antiradicaux libre, c'est le cas des anti-agrégants plaquettaires. En tout cas, à ce jour, c'est des études qui sont prometteurs, mais qui sont des études promettrices, mais des études qui sont à leur phase préclinique, donc de façon expérimentale. Pour les rares études qui ont bénéficié d'essais cliniques randomisés contrôlés comme la phosphomycine ou la nifedipine, on était avec des cohortes de patients assez faibles. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation, mais encore, il y a des potentialités qui restent à explorer et à étudier si on veut mettre les patients sous aminosides et qu'on voulait réduire au maximum cette néphrotoxicité. L'avant-dernier diapo, c'est cette étude expérimentale que je trouve intéressante avec l'empagliflozine qui a permis, dans le modèle expérimental chez des souris, d'améliorer la fonction rénale lorsqu'on associait l'AMPA à la gentamicine. Et plus on augmentait la dose d'AMPA, meilleure était la fonction rénale chez ces souris. Pourquoi? Parce qu'il y a une baisse importante des marqueurs du stress oxydatif, de l'inflammation et de l'apoptose, comme nous l'avons montré tout à l'heure dans les mécanismes moléculaires. Et parallèlement, on a une augmentation des protéines antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-apoptotiques. Tout ceci ajouté à une augmentation des marqueurs de la régénération tubulaire. Et lorsqu'on regarde au point de vue histologique, on a l'impression qu'avec l'empagliflozine, on n'a pas les lésions histologiques induites par la gentamicine seule. Donc, peut-être avec l'empagliflozine, on a une réduction de l'accumulation rénale de la gentamicine. C'est quand même des résultats assez intéressants qui sont actuellement en phase expérimentale, mais qui, chez l'homme, pourraient s'ajouter à cette longue liste de bénéfices des inhibiteurs du SGLT2 au niveau de la néphroprotection et au cours de la maladie rénale. Pour terminer, c'est juste dire que les aminosides
sont efficaces dans la prise en charge d'infections qui peuvent être graves. Ils ont un large spectre, ils ne coûtent pas cher et parfois on doit les prescrire, mais ils sont toxiques et on sait qu'ils sont toxiques. Ils ont une toxicité rénale cumulative qui est dose dépendante, durée dépendante et qui dépend du nombre d'injections journalières. Donc, il faudra agir sur ces paramètres. Ils ont une présentation clinique par une nécrose tubulaire à durée conservée. Donc, ils peuvent passer, la défaillance rénale peut passer inaperçue si on ne met pas en place des protocoles de surveillance régulière de la créatinine. Donc, il faut savoir établir l'imputabilité avant de retenir le diagnostic. Et dans tous les cas, il faut identifier très précocement les facteurs de risque et les prendre en charge. Le plus important dans tout ceci, c'est la prévention. Donc, une fois que le patient a des indications, il faudra faire une cure courte et établir le monitorage simple. Et s'il faut faire une épuration rénale, il faudra préférer une administration avant la dialyse pour pouvoir réduire au maximum l'exposition à ces molécules. C'était la dernière diapositive. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nakhaleen. Enfin, cette présentation, elle était très intéressante. D'abord très claire. Et tu as enfin nous donné un peu d'espoir avec toutes ces études, enfin essayant de trouver une solution pour ce qui se passe avec les aminosides. Mais enfin, ma question principale, c'est est-ce que vraiment on a besoin des aminosides? Enfin, est-ce que peut-être maintenant avec tous ces antibiotiques qui sont présents, on pourrait dès le début choisir un autre antibiotique? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est des molécules qui ont quand même un effet bénéfique intéressant et qui ne coûtent pas cher, surtout dans nos contextes. C'est le coût. Les carbapenems sont là, ils sont efficaces, mais en tout cas, au Sénégal, les carbapenems coûtent cher, alors que les aminosides sont beaucoup plus accessibles. Et en termes de thérapie probabiliste, il serait peut-être trop téméraire de commencer directement par les carbapenems. Donc, on commence par céphalosporine aminoside et le temps de recevoir la culture et l'antibiogramme pour ajuster ultérieurement le traitement. Mais je pense que en dehors du fait que c'est le coût, il y a également des protocoles comme au cours de l'endocardite infectieuse et même les recommandations de la Société européenne de cardiologie préconisent dans certaines formes d'endocardite infectieuse de commencer en probabiliste avec la gentamicine. Et donc, on sera toujours confronté à ces molécules. Donc, mieux vaut qu'on ait plutôt une néphroprotection ou bien une prévention qui doit être établie parce qu'ils sont parfois nécessaires. Ils sont parfois nécessaires. Merci. Enfin, je crois que ta présentation était vraiment très, très bien faite et très intéressante. Et apparemment, aussi, les personnes qui sont avec nous aussi ont trouvé les mêmes choses. Et on a commencé à avoir des questions. Et je vais commencer à te dire la première question qui est à propos de ton sujet. On a Dr Yannick Nilando, bien sûr, on le connaît tous. C'est aussi le chair de Young Nephrologist Committee à la FRAN. Il est très actif. Yannick est avec nous aujourd'hui. Je lui dis bienvenue. Et sa question concernant la prescription des aminosides, comment de façon pratique gérez-vous l'absence du dosage de l'amicasinémie résiduelle ou autre aminoside, dosage non disponible dans nos services de néphro ou réanimation en Afrique? Pourquoi? Pour réduire la néphrotoxicité. La question, c'est avez-vous une expérience particulière? Nakhaleen. Alors, nous ici, en tout cas dans notre service, on fait une prescription avec des intervalles de dose assez prolongés. Donc, dès l'instant que le patient a une insuffisance rénale, on donne l'amicacine une forte dose d'emblée. Donc, ça, c'est en accord avec les infectiologues puisque c'est des molécules qui ont une efficacité dose dépendante. Donc, si on donne une dose de charge, 48 heures plus tard, on fait un contrôle de la créatininémie. Et en fonction des variations de la créate, on va ajuster. Et en fonction également de l'évolution du point de vue
clinique, parce que quand on met des antibiotiques, c'est pour être efficace. Est-ce que cliniquement, la fièvre s'est amendée? Est-ce qu'on a quand même des effets thérapeutiques escomptés? On va soit remettre une autre dose, soit réduire la dose, mais en tout cas, ici, en pratique clinique, on n'a pas le résiduel facile et donc on fait plutôt le suivi de la créate après une dose de charge. Et à propos de ça, enfin, tu as parlé que la dialyse, ça nous aide à pouvoir prendre enfin, les choses positives de l'antibiotique, mais en même temps, on peut enlever le médicament du sang. Pourquoi pas penser à faire ça quand, même si le patient n'a pas d'insuffisance rénale, de faire une dialyse après recevoir une grande dose d'aminosidine? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est de la dialyse prophylactique, hein? Ouais, exactement. Enfin, on le fait pour ceux qui en ont besoin, mais dans les Oui. cas où les patients ont une grande dose, enfin, j'ai vu beaucoup de patients qui ont vraiment eu d'insuffisance rénale chronique après de grandes doses d'aminosidine. Est-ce qu'on pourrait considérer une chose pareille dans nos pays ou pas? C'est ça, c'est ma question à toi. Oui, si le patient a des indications de dialyse, ce serait peut-être préférable parce que sincèrement, c'est en préparant ce topo que j'ai eu les études de pharmacocinétique qui ont montré quand même qu'il faudrait préférer faire l'administration avant la dialyse. Parce que même nous ici, c'est ce qu'on fait. Le patient, il fait sa dialyse et en post-dialyse, on lui donne son médicament. Mais c'est quand même très intéressant de voir que c'est l'efficacité escomptée qui est obtenue. Ensuite, on épure pour enlever l'excédent. Chez les patients qui ont une fonction rénale normale, en tout cas qui gardent encore une fonction rénale normale, je n'ai pas encore l'expérience, mais la dialyse prophylactique, je suis... C'est ça. Non, dans la littérature, non. La dialyse prophylactique, non, non, non. Ça, c'est juste chez les patients qui ont déjà une fonction rénale défaillante. Merci beaucoup, Nathalie. Je crois que j'ai une question maintenant à Dr Amal. Cette question-là, c'est Nicanor Rocueto. Il vous remercie, vous tous les deux, pour votre présentation superbe. Et il vous demande, existe-t-il des cas d'IRA chez des sujets autour de 20 ans, vu que l'âge médian était de 50 ans dans votre présentation? Et l'autre question, c'est les syndromes néphrotiques imputables au ANS. Comment faire le diagnostic quand cela survient, par exemple, 3 mois après l'exposition? Dr Amal. Merci beaucoup, Dr Acha. Alors, ce sont des questions qui sont très intéressantes et pertinentes. Pour la première question, c'est vrai que le risque d'insuffisance rénale aiguë a été essentiellement rapporté donc, chez les sujets âgés et à une certaine tranche d'âge, puisque ça relève tout simplement de la fréquence de la prescription de ces molécules dans cette population. Mais c'est une complication qu'on peut voir aussi bien chez les sujets jeunes que chez les sujets âgés, surtout quand il y a des situations à risque d'hypovolémie ou bien la prescription de fortes doses d'INS. Et donc, ça va être des facteurs favorisant à l'apparition de l'insuffisance rénale aiguë. Et concernant la deuxième question, concernant donc, le critère d'imputabilité au syndrome néphrotique après la prescription d'un anti-inflammatoire, c'est vrai que les délais nous semblent longs, donc plus de 3 mois après la prise d'un anti-inflammatoire, on peut avoir un syndrome néphrotique. Ça va être, je pense, principalement donc, une enquête exhaustive, donc un interrogatoire policier, donc rechercher justement donc, cette fameuse prise donc médicaments donc, au long cours et ces néphrotoxiques, notamment les anti-inflammatoires. Et on ne peut pas avoir donc un argument formel pour dire que c'est donc l'anti-inflammatoire qui est la cause de ce syndrome néphrotique, mais si on n'a rien trouvé que la prise d'anti-inflammatoire, je pense là donc on va retenir que c'est probablement en rapport avec la prise de ce médicament. Voilà. Merci beaucoup. Aussi, une autre question de notre président élect de la FRAN, Prof. Abdou Niang. Bienvenue, Prof. Abdou. Sa question est à Dr Amal aussi. Y a-t-il une différence entre les anticox-2 et les autres ANS en termes de néphrotoxicité? Dr Amal? Oui, merci alors pour cette question.
Très intéressante en effet, parce que quand on voit le mécanisme d'action des anti-inflammatoires et théoriquement, donc si on inhibe donc uniquement la COX-2, donc on va avoir uniquement l'effet anti-inflammatoire, on s'attendrait à ne pas avoir les effets indésirables autres des anti-inflammatoires classiques, donc beaucoup moins de complications rénales, mais malheureusement, donc on a les mêmes effets et donc et les mêmes risques sur le rein, que ce soit avec un anti-inflammatoire classique ou bien avec un anti-COX-2. Donc, on a démontré que le risque était pareil. Il y avait une incidence d'insuffisance rénale aiguë aussi bien avec les anti-inflammatoires classiques qu'avec les anti-COX-2, bien qu'ils soient sélectifs. Ouais, je crois que c'est une question très importante parce que beaucoup de gens croient que le COX-2, c'est beaucoup moins dangereux et ils l'utilisent souvent. C'est très important de savoir que tous les INS sont très, très dangereux. Merci, Dr. Amel. Et il y a aussi d'autres questions maintenant à Nahaline de Ousmane Kalossi. Il demande à Nahaline, bonjour, ma question s'adresse à Dr. Nahaline qui propose à l'administration des aminosides avant la dialyse chez les patients en hémodialyse. Ma question est de savoir pour précisément avant et aussi les aminosides étant à efficacité dose dépendante, est-ce que leur effet ne serait pas diminué par ce fait? Je crois que tu peux répondre, tu l'as dit ça dans la présentation. Tout à fait. Effectivement, l'efficacité est dose dépendante et elle est obtenue dès qu'on donne la dose de charge parce que les aminosides sont donnés en intraveineuse. Donc, dès qu'on donne la dose de charge, là, on va atteindre très rapidement le pic de concentration. Et c'est des médicaments qui ont un effet bactéricide très intense et très rapide. Dans les 4 heures, on a presque plus de 99% des bactéries qui disparaissent. D'accord? Et en plus de ça, il y a un effet post-antibiotique, comme on l'a vu, c'est-à-dire si la bactérie est en contact avec l'aminoside, il y aura des dommages au niveau de sa cellule, en tout cas, qui sont dans son organisme interne et qui va éviter que le médicament ait une croissance bactérienne entre 2 doses. Ce qui fait que si on donne une première dose de charge, on attend 4 heures, le temps d'atteindre le pic de concentration et des effets bactéricides. Ensuite, il y aura la phase d'élimination qui va être retardée parce que le patient il est en hémodialyse, donc une fonction rénale défaillante. Et c'est la dialyse qui va accélérer cette phase d'élimination. Donc, une dose, 4 heures de temps et on fait la dialyse. Parfait, merci. Une autre question aussi à Dr. Kita. C'est Dr. Abdou Khadr Koni. Il demande, est-il parfois nécessaire de doser la magnésémie avant de mettre des patients sous aminosides pour prévenir une hypomagnésémie induite par les aminosides? Une très bonne question. Dr. Kita? Alors, l'hypomagnésémie, déjà, l'aminoside, quand on a chez l'animal comme chez des hommes qui sont sains, lorsqu'on leur donne une dose de charge d'aminoside, il y a une augmentation de la concentration de magnésium dans les urines avant même que les lésions rénales s'installent. Donc, c'est-à-dire la fuite urinaire du magnésium, elle est là. Maintenant, il y a les mécanismes de régulation qui vont empêcher la manifestation systémique de cette fuite urinaire. Maintenant, si le patient présente une hypomagnésémie, il y a un surrisque à ce qu'il développe la toxicité rénale qui est associée à cette molécule. Donc, si le malade a une hypomagnésémie, il faut la corriger en même temps ou avant de mettre le malade sous cette molécule. Merci beaucoup. On a enfin beaucoup de commentaires, comment ils sont très contents de vos présentations. Dr. Gracia Baissem, il dit que ces présentations, c'était brillantes et beaucoup d'encouragement et des gens qui sont très contents. Il n'y a pas d'autres questions, mais enfin, ce que je voudrais dire à la fin, spécialement avec Dr. Amel, c'est que regardant les INS, enfin, j'aime dire que c'est comme si les reins qui est un peu malade, c'est comme un rein qui boite et qui utilise la canne qui sont les prostaglandins. Et que quand on donne les ANS, c'est comme on enlève cette canne et que maintenant le rein, il n'a pas de façon de céder. Enfin, c'est pour ça que je crois que ce qui est très important pour les deux présentations, c'est d'être conscient d'essayer de ne pas prescrire ces médicaments que quand on a vraiment, vraiment besoin et aussi de prendre une très bonne histoire parce que quand on a de l'insuffisance rénale aiguë ou même chronique,
de savoir quels étaient les médicaments en détail, même s'ils ont pris depuis des mois, comme Dr Amal a dit, et même toi, Nekhaline, ou même des ans, parce que c'est toujours ça. Parce que quand on le sait, on arrête les médicaments et parfois on peut utiliser comme de la dialyse ou même des stéroïdes, vous avez dit, Dr Amal, pour essayer d'aider ces patients-là. Enfin, je vous remercie beaucoup pour vos efforts, votre temps et aussi votre clarité pour donner un message très, très fort pour tous les néphrologues. Et vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais j'espère qu'on aura d'autres présentations pareilles parce que je crois qu'elles sont très, très importantes. Et je crois que, enfin, si quelqu'un n'a n'importe quel commentaire ou question, il peut lever les mains. Mais sinon, je vais donner la parole finale à Dr. Yasser. I will give the final word to Dr. Yasser, who is the chair of the Acute Kidney Injury Working Group and who did this amazing effort to try to have this webinar in French, in a language that despite he's not in control, but yet he was with us very patiently, listening to all our talks. So Dr. Yasser, please, the final word in this very interesting webinar. You're mute, Dr. Yasser. You're mute. You're mute. Thank you, Dr. Rasha, for giving me the words, and excuse me for my English language in this French-speaking Francophone webinar. I would like to thank you so much for moderating this webinar in a very professional way. Special thanks for our speakers, highly professional and for very interesting lectures, comprehensive lectures, Dr. Amal Harzallah and Dr. Nekhaline Keita about AKI drug-induced acute kidney injury. Thank you so much for this very, very interesting webinar, and thank you for all attendees for joining us and for all interactions and active interactions with questions. And thank you so much. Thank you, Dr. Yasser. Thank you, Dr. Amal, Dr. Keita, and thank you for all the attendees with Prof. Abdou Niang on the top, our president who took for its time to be among us, and Yannick and all of you. Thank you so much, and see you soon again in another webinar of Afran. Thank you. Bye-bye. Thank you all. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci.